la réaction de la personne par rapport à quatre phénomènes qui sont l'adaptation, la stabilité, la domination et la communication. Une fois quand on a les résultats de cette analyse, ça peut nous faire réfléchir en tant que manager. Est-ce que jusqu'à maintenant, ma manière par exemple de s'adresser à tous ces gens-là, même au niveau d'une petite équipe, est-ce qu'elle était adaptée à tout le monde? Il faut considérer ces résultats avec finesse et modération. Il ne faut pas non plus compartimenter les gens, à leur coller des étiquettes une fois pour toutes, parce que même si nos traits de caractère restent plus ou moins inchangés toute notre vie, nous avons la capacité d'adapter notre comportement en fonction des situations. Madame Magorzata Senemi, bonjour. Bonjour. Je vous remercie encore une fois pour l'acceptation de notre invitation. Merci pour votre invitation. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la méthode Thomas International. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette méthode? Bien sûr, c'est une méthode d'évaluation des profils psychologiques et des besoins des collaborateurs, des gens, dans le but d'étudier au mieux leur environnement de travail, les missions qu'on peut leur confier et aussi les leviers de leur motivation et de leur frustration, parce que ça existe aussi, pour avoir la meilleure adaptation possible des plans de carrière, des recrutements. Donc ça permet de mieux connaître les gens pour obtenir après des meilleurs résultats des équipes. Quels en sont les différents champs d'application? Comme je viens de le dire, c'est essentiellement la motivation des personnes, le choix des outils de management, de gestion des ressources humaines, et aussi une meilleure adaptation des postes et des missions à des différentes personnes, tout en sachant qu'il y a bien évidemment, à part le côté psychologique, il y a aussi le côté technique, c'est-à-dire quand on recrute quelqu'un, c'est bien évidemment d'abord par rapport à ses compétences techniques et ensuite par rapport à tout ce qui est personnalité et compétences personnelles. La méthode Thomas International permet d'identifier la réaction de la personne par rapport à quatre stimuli, par rapport à quatre, phénomènes qui sont l'adaptation, la stabilité, la domination et la communication. Donc, dans la typologie, disons, pure, vous aurez quatre différents types de personnalités, tout en sachant, bien sûr, qu'il n'y a pas une personne au monde qui est d'un seul type de personnalité et qui n'a pas d'autres traits venant des trois autres. Donc, c'est toujours très, très subtil. Parfois, il y a une dominante dans le temps, ça peut changer aussi disons d'un contexte à l'autre, mais globalement, il y a certains traits qui ressortent et qui peuvent donner des pistes au manager, comment communiquer avec la personne, par exemple, comment lui donner des consignes, quelles sont les choses à lui proposer en matière de motivation. Par exemple, il y a des personnes qui sont plus sensibles à l'outil de travail, aux procédures, les autres sont plus sensibles au relationnel. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les classe. Le premier type, si vous voulez, qu'on peut évoquer, c'est celui qu'on appelle l'analyste. Donc une personne plutôt introvertie est plutôt dirigée vers l'accomplissement des missions. Ça veut dire qu'elle est moins sensible au relationnel, à l'harmonie, et plus vers le respect strict, les procédures, les règles, la qualité de l'outil de travail. Une personne comme ça, par exemple, sans avoir de règlement interne, sans avoir de mode d'emploi, elle va être perturbée ou perdue. Dans un environnement changeant où il faut s'adapter, improviser, elle va être mal à l'aise. Il ne faut pas lui demander de trop improviser. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable d'improviser. Je pense que dans l'absolu, toute personne est capable d'improviser, mais il ne faut pas que ça se produise d'une manière régulière et à long terme. Sinon, ça produira un effet frustrant.
Un deuxième type de personnalité, on l'appelle le collègue. C'est toujours une personne légèrement introvertie, mais cette fois-ci qui est plus axée vers le relationnel harmonieux avec les gens, vers une certaine stabilité, voire la routine. C'est une personne, par exemple, qui exercera volontiers les tâches monotones, pourvu qu'elle soit sûre, stable. Elle sera moins axée vers les missions, mais elle aura besoin d'un relationnel. Donc, une personne comme ça, on aura du mal à l'imaginer, à travailler totalement au solo, à atteindre des objectifs. Elle a besoin d'échanger. Les personnalités extraverties sont dans deux autres carrés, à savoir le dirigeant, c'est lui qui est extraverti et en même temps axé vers l'atteinte des résultats, les missions. Donc cette personne-là, c'est le directeur né. Elle va coûte que coûte vers les objectifs, elle affronte bien volontiers les dangers, c'est-à-dire elle est stimulée par les défis, par les difficultés, contrairement aux autres qui, face à la difficulté, peuvent avoir un certain recul, une certaine frustration. Celui-là, il aime défier les situations difficiles. Et le dernier des quatre, on l'appelle le propagateur. C'est une personne qui est, encore une fois, axée vers les gens et aussi extraverti. C'est quelqu'un qui saura convaincre, qui saura briller, qui aura besoin de reconnaissance publique. Une telle personne aura besoin d'être félicitée, que tout le monde l'entende, que tout le monde le voit. C'est quelqu'un qui se met bien volontiers au devant de la scène. Et si une telle personne, on lui confie des missions de saisie des données quelque part dans un bureau perdu, elle va éprouver une très très grande frustration. Vous savez, quand je parle d'un propagateur, d'un dirigeant, ce n'est pas nécessairement les personnes qui occupent les postes des dirigeants. Je parle de la personnalité intrinsèque. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, s'occupe du secrétariat ou carrément d'une autre mission. Mais il ne faut pas que ce soit en contradiction avec sa nature profonde, sinon ça va produire une frustration et à la longue, ça va la défidéliser ou provoquer la chute de la qualité du travail. Comment s'applique cette méthode pour motiver des équipes et booster leur performance? Eh bien, écoutez, une fois qu'on connaît les résultats pour les différents collaborateurs, il y a aussi la phase, disons, d'apprendre ces résultats, de les intégrer dans son comportement quotidien. Parfois, pour un manager expérimenté, pour une personne qui est à l'écoute de ses équipes et qui est assez fine en analyse, on n'a même pas besoin d'appliquer tous ces outils. Elle saura reconnaître à quoi sont sensibles ses collaborateurs, à quelles paroles, à quel encouragement, et donc on les applique d'une manière spontanée, naturelle. Maintenant, une fois quand on a les résultats de cette analyse, ça peut nous faire réfléchir en tant que manager. Est-ce que jusqu'à maintenant, ma manière par exemple de s'adresser à tous ces gens-là, même au niveau d'une petite équipe, est-ce qu'elle était adaptée à tout le monde? Est-ce que les encouragements ou les félicitations ou peut-être même les consignes qu'on donnait aux gens, qu'est-ce que ça produisait comme effet sur eux? Bien sûr, ils les ont exécutés d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que c'était une exécution avec beaucoup d'enthousiasme ou plutôt par défaut? Donc, ça peut donner au manager les pistes d'amélioration de ses propres outils de management et de communication, et aussi de motivation tout à fait matérielle, tout à fait concrète. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la communication, mais il y a aussi les outils de motivation comme plan de carrière, comme les encouragements matériels ou financiers, parce que ce n'est pas la même chose. Par exemple, un propagateur ou un dirigeant seront très sensibles aux signes extérieurs de reconnaissance. Ça veut dire un véhicule de fonction d'une certaine gamme, la dimension de son bureau ou le nouveau mobilier. À l'analyste, si vous lui donnez un outil de travail très performant,
il va trouver que c'est ça la vraie reconnaissance de ses efforts. Donc ça peut ouvrir les pistes vraiment de consolidation des équipes. Et quand on dit la consolidation des équipes et la motivation vraiment profonde de ces gens-là, bien évidemment, les résultats sont après au rendez-vous. Écoutez, comme pour chaque outil, je dirais qu'il faut considérer ces résultats avec finesse et modération. Ce n'est pas une réponse à tout, ce n'est pas une réponse dans toutes les situations. Chaque personne, même si elle est très bien analysée, elle peut avoir un jour ou l'autre un comportement inattendu et qui est dû à des circonstances exceptionnelles. Il ne faut pas non plus compartimenter les gens, à leur coller des étiquettes une fois pour toutes, parce que même si nos traits de caractère restent plus ou moins inchangés toute notre vie, nous avons la capacité d'adapter notre comportement en fonction des situations. Donc, je dirais qu'il faut les prendre avec précaution, tout en retirant ce qui est vraiment utile et pratique et raisonnable. Et ce qui est aussi intéressant, lorsqu'on fait ce genre de test, c'est de se voir soi-même. C'est de se dire à quoi moi je suis sensible, à quoi moi je ressemble. Lorsque les gens me parlent, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me déplaît au plus haut point. Ça nous permet aussi de voir notre propre vision de notre propre carrière, les choses vers lesquelles on aurait peut-être dû se tourner depuis longtemps et qu'on n'a pas fait. Et si ça correspond au mieux à notre personnalité, si ça nous plaît plus, bien sûr sans faire des révolutions. On sait aujourd'hui que le contexte professionnel ne permet pas de faire des grandes révolutions du jour au lendemain, mais c'est aussi un outil de se connaître soi-même avant de connaître les autres.